Un sujet, surtout un retour d'expérience en fait, sur notre mission qu'on a fait globalement ensemble avec Tan au Figaro, notamment sur la mise en place de la technologie GraphQL et comment on l'a fait pour moderniser les différentes API du groupe. Je me présente avant de commencer, moi je m'appelle Belgi Alimedi, je suis tech lead backend au Figaro depuis maintenant 6 ans bientôt et j'ai travaillé en binôme avec Tan. Bah moi, je me présente, c'est Ethan. Je suis de Tours. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech et 5 ans au Figaro. Je suis tech lead et tout récemment DevOps. Et du coup, comme disait Mehdi, ça fait 5 ans qu'on a travaillé sur ce projet. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Avant de commencer, qui parmi vous a déjà travaillé avec GraphQL? Ok. En entreprise? Ok. Qui est allé jusqu'à mettre en place des patterns de fédération, stitching? Ok, intéressant. Vous inquiétez pas, pour les autres, on va être le plus clair possible. Avant de démarrer, vous de parler de GraphQL, comme beaucoup de confs l'ont dit, le plus important en fait, c'est vraiment de mettre en place le contexte et dans quel contexte se situait la mise en place de cette technologie. Qu'est-ce que ce contexte du Figaro? Il est assez particulier. Bon, tout le monde connaît le Figaro, le site de l'actualité mondialement connu, mais avant tout c'est un groupe qui regroupe en fait une douzaine de marques avec des métiers très spécifiques. On va avoir le Madame qui est orienté plus pour la mode féminine, le Figaro qui va être pour l'actualité, le site du particulier pour tout ce qui est aide aux particuliers, le TV Mag pour tout ce qui va être des éléments sur les magazines. Donc on a énormément de marques qui cohabitent au sein de ce groupe. Et en fait, le groupe Figaro a une stratégie d'acquisition assez importante, notamment à travers ces différentes marques, comme TV Magazine, Sport 24 sur la partie sportive, et plus récemment en 2023, fin 2023, le rachat de Gala notamment, qui est un site spécialisé dans la presse people. Tous ces sites-là regroupent environ 33 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 200 millions de visiteurs récurrents par mois. Et on propose en fait différentes thématiques, des thématiques très très variées, comme on peut le voir, en passant des programmes télé, en passant par des résultats sportifs, vraiment des choses assez disparates. Et on a des supports aussi vraiment différents, comme des textes, des vidéos, des podcasts, des lives notamment. Pour faire un peu une chronologie en fait du groupe et de l'évolution notamment du numérique au sein de ce groupe. Si on revient 15 ans, un peu plus de 15 ans en arrière, en 2008, on avait l'ensemble des développements qui étaient externalisés dans des sociétés. Et en 2008, le groupe décide d'avoir une première équipe de développement en interne, notamment une équipe Drupal sous PHP, notamment pour la construction de nouveaux projets, la refonte de nouveaux projets, Madame le Figaro et Figaro Bourse. Pendant toutes ces années, jusqu'en 2015, il y a une volonté de la part du groupe d'internaliser réellement internaliser la majeure partie de ces développements en interne. D'abord, le premier point, c'est le 3W, le site de l'actualité qui était développé en externe, va être rapatrié en interne. Et il y a aussi cette volonté du coup de recruter massivement pour avoir vraiment un contrôle total de ces produits. En 2017, il y a une vraie réflexion sur l'industrialisation, parce on a beaucoup de sites qui étaient externalisés, qui ont été internalisés, mais qui ont très peu d'homogénéité. Et en 2018, on décide de lancer ce chantier d'industrialisation pour moderniser et homogénéiser l'ensemble de nos sites. Comment ça fonctionnait le 3W du Figaro en 2018? Là, on est par exemple sur un article. Un article, ça va être sur lequel vous allez régulièrement passer. Vous allez avoir un corps de texte, vous allez avoir des auteurs, des commentaires, des programmes télé, des résultats sportifs. Bref, en fonction de quel site vous allez être, vous allez avoir beaucoup d'informations. Toutes ces informations, elles vont être dans différents services. On avait opté en 2015 pour avoir une architecture orientée service au vu du nombre de thématiques du site. Et du coup, pour composer cette page front, on va effectuer des dizaines d'appels à des API pour construire cette page. Typiquement ici, pour récupérer le titre, les auteurs de cet article, on va appeler notre base, une API article et on va les afficher. Mais pour aller chercher
les différentes informations concernant les commentaires. On va aller appeler encore une autre API. Et pour récupérer les offres marketing, notamment pour le Black Friday, on va appeler encore une énième API. Donc on va avoir beaucoup de round trip HTTP qui ont été effectués au sein d'un front. Donc la première question qu'on peut se poser, c'était est-ce que avoir des API partout, c'était une bonne idée? Est-ce que séparer un service était une bonne idée? Oui, c'était une bonne idée, mais le problème, c'est qu'on avait un historique. C'était qu'on avait des API qui étaient complexes et à la fois vieillissantes, notamment du fait qu'ils étaient développés par des prestataires externes. On avait très peu, ou voire pas du tout, d'homogénéité. Quand vous allez récupérer une date dans une API, par exemple, versus une autre API, on va avoir des formats différents. Pour le front, c'est vraiment difficile à gérer. On a été même jusqu'à avoir des endpoints spécifiques pour les applications mobiles, notamment pour éviter qui puissent faire beaucoup d'appels HTTP, notamment aussi pour réduire aussi le poids de certaines requêtes REST, et aussi pour agréger un maximum de données. Du coup, on a aussi tous les clients qui ont implémenté de manière chronophage les mêmes règles métiers sur plusieurs fronts. Et donc, du coup, pour éviter tout ça, on est parti sur la technologie GraphQL, mais en fait, on va avoir ce schéma, c'est-à-dire que on va avoir des applications front qui vont appeler plein d'applications REST qui sont découpées en architecture orientée service. Tan va vous parler du coup de la mise en place de cette technologie. Merci Mehdi. Du coup, face à ces problématiques, on cherche une technologie capable de répondre à tous ces points. Donc, comme disait Mehdi, on va miser sur GraphQL. Donc, c'est développé par Facebook en 2012. Et GraphQL a été rendu open source en 2015. Donc c'est un langage fortement typé pour échanger des données entre un client et un serveur. Et là où c'est une nouvelle façon d'échanger, c'est qu'il offre au client la possibilité de requêter seulement les données nécessaires. Donc c'est une façon flexible en fait, et efficace de récupérer les données. Et ça, en fait, ça répond à une partie de nos problématiques. Ici, on a une documentation de GraphQL. Là, c'est un type article. On va prendre cet exemple-là. Donc, d'abord, cette documentation est automatiquement générée, donc à partir du schéma GraphQL. Et on voit qu'une partie des champs possibles de l'article, il y a directement le type associé, parce que c'est un langage fortement typé. Donc, on a du string, du URI, du type time, des lignes, ou domaine, etc. À partir de cette documentation, on va essayer de construire une requête GraphQL. Donc là, en fait, on est sur une petite interface pour tester les requêtes GraphQL. Donc super pratique, en fait. C'est un bac à sable. Donc à gauche, le client formule la structure de la réponse souhaitée. Donc c'est vraiment le client qui décide des champs qu'il souhaite pour chaque objet de la requête. Et on voit qu'on demande du coup l'URL, le titre, le corps de l'article, les commentaires, mais également les auteurs. Et à droite, on a la réponse et on a juste la donnée qui est demandée, qui est souhaitée dans la réponse. Donc un autre exemple ici, on souhaite juste l'URL et le prénom de l'auteur. Donc on formule la requête et de l'autre côté, on a juste la donnée nécessaire. Donc jusque-là, avec une API REST, quand on demande des informations de l'article, potentiellement on récupère un tas de données non nécessaires. Et comme disait Mehdi, pour pallier ce problème-là, on avait développé des services spécifiques pour le mobile. Mais au lieu de refaire ces API en GraphQL, en fait, nous décidons en fait, de mettre en place GraphQL comme une passerelle, ou gateway en anglais. Donc tout simplement, les fronts appellent la gateway, et la gateway récupère les données auprès des API. Donc ça abstrait les différentes API pour les fronts, comme le font d'autres API gateway, APG ou Kong. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la gateway GraphQL n'a aucune donnée. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va agréger la donnée et potentiellement transformer la donnée des API. Donc si on revient sur la même interface qu'on avait juste avant,
quand on replie le nœud data de la réponse, on a le nœud les extensions. Ce nœud-là permet en fait d'avoir des métainformations de la requête GraphQL. Et donc c'est très utile en fait pour débugger. Donc en sachant que maintenant que GraphQL est positionné comme une API Gateway, on a dans le premier encadré de rouge le nombre de requêtes sortantes qui a été effectué. Juste ici, donc là 4. Et on a également dans ce nœud extension toutes les informations des requêtes sortantes en détail. Donc le temps qu'elle a mis, le code HTTP qui a été retourné, l'URI, les headers, mais également des informations de la socket. Après, plus bas, on a aussi des nœuds qui permettent d'identifier très rapidement les plus mauvaises requêtes sortantes en termes de taille, de durée, et également des erreurs, etc. Donc, cette combinaison API Gateway en GraphQL était très prometteuse. Elle répond totalement à nos problématiques. Là, on se positionne comme un back-end for front-end, mais pour plusieurs fronts. Et c'est à partir de là que l'approche est différente des autres API Gateway, parce que d'abord, GraphQL, c'est du code, qui permet du coup beaucoup de flexibilité. Donc cette combinaison permet de centraliser des règles métiers transverses au front. Donc par exemple, on a du code qui transforme de la donnée HTML brute en données structurées, mais elle permet aussi d'améliorer ou remplacer des API. Donc au lieu de tout de suite migrer les API vieillissantes, on peut déjà faire de la normalisation sur les noms des champs, les types, etc. Et enfin, elle permet d'agréger les données et de pouvoir retourner toutes les entités en un seul appel. Donc ça réduit énormément le nombre d'appels HTTP pour construire une vue. Et du coup, d'un point de vue front, il ne reste plus qu'une seule API à connaître pour les fronts. Des règles métiers mutualisées directement au niveau de l'API. Une normalisation des données retournées, par exemple sur les dates, sur les champs des adresses également, qui peut être soit string, soit un objet. En une seule requête peut exprimer toute la vue, mais également des tailles de requêtes de réponse plus légères, une documentation automatique et à jour, etc. Au final, pour toutes ces raisons, les développeurs front sont très contents d'avoir une API GraphQL en gateway. Maintenant qu'on a choisi GraphQL pour en faire une API Gateway et qu'on a simplifié la vie des fronts, nous allons aborder 3 défis qui ont accompagné du coup, la mise en place de l'API Gateway. D'abord, il fallait choisir le bon écosystème autour de GraphQL, puis choisir la bonne stratégie, puis finir par la mise en place d'une API gouvernance. Donc, comme tout nouveau projet, en fait, on se pose la question sur quel techno ou écosystème partir. Encore plus vrai avec GraphQL, parce qu'on a le choix du langage de l'implémentation. Je pense qu'il y en a une vingtaine de langages possibles, avec tous les outillages possibles. Donc, il y a du JavaScript, du PHP, du Java, du Kotlin, etc. Nous, en 2018, le plateau technique était majoritairement sur du PHP. Donc il y a un POC en PHP qui a été fait et on a rencontré rapidement les limites. L'écosystème GraphQL en PHP était peu développé et le PHP n'était pas adapté pour gérer beaucoup de requêtes sortantes en asynchrone, en tout cas pas nativement. Et c'est là qu'on décide de partir sur du JavaScript et Node.js. Donc un écosystème GraphQL qui était plus riche avec beaucoup d'outillage et de documentation. Et on n'avait aucun problème pour les appels asynchrones sortants. Maintenant qu'on a choisi le langage, on devait choisir les bons outils. Donc en 2018, on est parti sur un MVP avec le framework Apollo GraphQL. Donc clé en main, un écosystème super intéressant, mais un écosystème pas adéquat pour nous. D'abord, Apollo Engine, qui permet de faire du monitoring des requêtes. Maintenant, c'est renommé Apollo Studio avec plein de fonctionnalités. C'était payant. Et nous, à l'époque, on avait d'autres solutions en interne pour tout ce qui est monitoring des requêtes.
Après, il y avait un mécanisme de cacheabilité qui s'appelle Persisted Query. Avec l'implémentation d'Apollo, ça mettait le schéma GraphQL exposé à l'extérieur, et nous, ça ne nous convenait pas. Et pour finir, Apollo Server, c'était une black box qui était difficile à personnaliser. Et c'est là que nous décidons de partir sur un écosystème plutôt open source et d'utiliser GraphQL Yoga. Donc c'est un framework plus léger et plus performant. Et on pouvait personnaliser comme on souhaitait. Par contre, on gardait quand même certains concepts d'Apollo GraphQL qui étaient très intéressants. On a gardé le concept de Persisted Query, mais à notre sauce, façon maison, qui n'exposait pas le schéma à l'extérieur. Et on a aussi gardé le concept de l'approche schema first, c'est-à-dire définition du schéma, puis implémentation après. Même si maintenant, on est passé sur du TypeScript, et que avec du TypeScript, tous nos apps sont basculés sur du code first, approche code first. Ce changement de framework était possible grâce à une bonne stratégie de test dès le départ. Donc on décide de faire surtout des tests d'intégration qui assurent la validité d'une requête GraphQL. Donc on est sur du Jest, Cucumber, Gherkin. Très rapide à faire, ça prend en moyenne 10% de notre temps de dev, en gros, pour faire des tests. Et avec ces tests d'intégration, on a une couverture de tests de 90% de notre code. Et après, on va aussi faire un peu de tests unitaires pour chercher les règles métiers, les fonctions complexes, mais également les cas d'erreur qu'on n'a pas pu faire avec les tests d'intégration. Et c'est là qu'on a grappillé les pourcentages manquants et qu'on a atteint une couverture de test de 99%. Donc là, juste en bas, on a un exemple de test d'intégration avec du Gherkin, très simple à écrire, qui est très explicite aussi. Pour finir, on fait également des tests de charge avec Gatling et Locus. Et grâce à tous ces tests, l'application a pu évoluer. D'abord, on a pu migrer de JavaScript à TypeScript. On a pu monter de versions de Node.js très facilement. On a pu changer de framework également. Et notamment, on a pu migrer dans le cloud, notamment sur GKE. Suite à ces choix de techno et d'écosystème, on arrive à la question que se pose beaucoup de SI. En fait, que mettre pour supporter la charge, le trafic et scaler très facilement? C'est là que le choix de la stratégie de cache est important. Il faut savoir que lors d'événements ou d'actualités importantes, comme là notamment, on peut avoir l'affluence de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs en simultané. Donc là, pour le cas de l'incendie de notre cathédrale, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on a eu 300 000 utilisateurs juste sur cette page en simultané. Donc en parallèle de ça, on parle de l'API Gateway. Le Figaro a investi dans un système de cache HTTP basé sur plusieurs couches, Varnish et du CDN, Akamai notamment. Si on revient sur notre API Gateway, il faut savoir que les requêtes GraphQL, c'est généralement fait en post. Mais pour des questions de sécurité, nos équipes Op recommandent l'utilisation du cache en GET. Donc nous partons sur du cache, des requêtes GraphQL en GET pour le cache. Au niveau de l'API Gateway, on a aussi un petit algorithme qui permet de collecter les TTL. Les TTL, en fait, c'est les time to live. C'est le temps de durée de vie d'une ressource en cache. Nous collectons ici également des clés de tag. Chaque clé représente un contenu spécifique. Ça permet notamment pour gérer le décache, c'est-à-dire que lors d'une modification, d'une suppression, on envoie un événement sur tous les caches HTTP et ces caches HTTP retirent la ressource. On a un exemple ici. Donc les différentes API, on a une API 1 et une API 2, retournent les tags et les TTL.
ces tags remontent au niveau de l'API Gateway. On a une petite logique qui agrège et qui donne le TTL le plus pertinent sur les couches HTTP au-dessus. Un défi en fait se présente quand même avec l'utilisation du GET, c'est qu'on est contraint par la taille de l'URL. Par exemple, il y a des serveurs comme Apache, limite à 8000 caractères par défaut. C'est là que le mécanisme de persistent query permet de faire du cache avec du GET. Le principe est simple, c'est en deux phases. Donc on a la phase de build qui enregistre la requête pour avoir un identifiant. Et on a une phase de run prod où on va utiliser l'identifiant pour faire la requête. Donc très simple ici, on a la requête qu'on souhaitait faire, on va le poster, on va l'enregistrer sur l'API Gateway. L'API Gateway va l'enregistrer dans la base de données. Et en phase de prod, on va réutiliser l'ID qui a été récupéré à ce niveau-là. On va appeler GraphQL. GraphQL va récupérer la requête en base de données et va l'exécuter pour retourner la réponse. Donc ça permet d'avoir du cache HTTP sans limite de taille du verbe get. De plus, avec ce mécanisme-là, on maîtrise ce qui est consommé en prod. Donc le schéma n'est pas disponible en prod, contrairement à d'autres implémentations comme la version d'Apollo, et seules les requêtes préenregistrées sont autorisées. Après, moins important que le cache HTTP pour supporter du volume, mais important en termes de performance, de temps de réponse d'une requête, nous avons également du cache applicatif. Dans notre contexte, il y a une requête entrante peut potentiellement générer 1000 requêtes sortantes. Et potentiellement, c'est les mêmes appels qui sont en sortie. Et c'est là en fait qu'on a une petite bibliothèque GraphQL Data Loader, qui permet en fait de mettre en cache le temps d'une requête, toutes les réponses de toutes les sous-API. Donc là, on voit un exemple. Sans ce data loader, on va faire appel à chaque fois cette API pour récupérer l'article 1. Et avec le data loader, on ne fait plus qu'un appel et on va récupérer rapidement dans ce cache-là. Également, pour des questions de performance de temps de réponse sur une requête, on stocke des résultats lourds. Par exemple, quand on reçoit des textes bruts en HTML et qu'on les transforme pour obtenir une structure en JSON, ce traitement-là est lourd. Et du coup, la première requête va faire ce traitement-là, mais la deuxième requête va directement récupérer le résultat dans Redis. L'idée, en fait, c'est que l'API Gateway en GraphQL soit la plus légère possible et répond la plus rapidement possible. Maintenant qu'on a mis une stratégie de cache, on va parler d'API Governance. Donc, il faut savoir que cette API Gateway implique beaucoup d'équipes, beaucoup d'API et beaucoup de métiers. Donc, la question maintenant, c'est comment maintenir une architecture à la fois propre, sécurisée et efficace. Définition de gouvernance. Donc, c'est un ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à assurer un fonctionnement optimal. Donc, déjà, au niveau du schéma, ce schéma est construit avec toutes les équipes, mais c'est l'équipe GraphQL qui est garant de ce schéma-là et du coup qui est responsable et qui normalise les champs, les types et qui garantit une arborescence simple à accéder et qui met également des règles et certaines règles sont automatiquement lintées grâce à des outils comme GraphQL EST. Ensuite, au niveau des interactions avec les autres équipes, on les accompagne énormément à différentes étapes de leur projet, surtout quand c'est des nouveaux projets. Donc, là, il y a les équipes API, on les aide sur la définition des services REST. Côté front, on participe aux phases de présentation des maquettes pour y construire en fait le schéma le plus conforme possible.
Et parmi nos clients front, on a deux types d'équipes. On a les équipes qui sont directement au sein du Figaro. Ben, ils ont la main sur tout le process, le bac à sable, la création de persistent query. Et par contre, les équipes externes ou d'autres BU, eux, ils ont la main sur le bac à sable, mais on les accompagne énormément sur la création des persistent query. Et dans les pratiques, pour ce fonctionnement optimal, on met également en place beaucoup de monitoring. En fait, on monitore énormément tout ce qui est utilisé, tout ce qui est obsolète, grâce notamment à Kibana et Grafana. On monitore aussi les requêtes en termes de latence, de nombre de requêtes sortantes. Tout ça, en fait, c'est pour demander aux consommateurs front de se mettre à jour. Là, on a un message Slack qui est envoyé pour dire bah, telle requête GraphQL utilise des champs qui sont obsolètes. Est-ce que tu peux mettre à jour? Mais on demande aussi au front d'optimiser leur requête. Quand on constate que une requête fait énormément de requêtes sur les sous-API. Et de l'autre côté, on demande aussi aux équipes des API d'optimiser leur service en termes de performance, de temps de réponse. Et en termes d'API gouvernance, on a pris aussi une décision forte, c'est que tout ce qui est authentification et autorisation, on va faire passe-plat. Parce que les API, les sous-API, font très bien leur taf et que on n'a pas de plus-value. Donc tout ce qui est token est retransmis, et proxifié sur les API, et également tout ce qui est erreur qui est retourné et proxifié dans l'autre sens. Donc en 2022, après 4 ans de service, on a plus de 25 applications qui nous consomment, 250 requêtes par seconde qui arrivent au niveau de notre API. Ces 250 requêtes par seconde génèrent 110 millions de requêtes par jour. Côté API, on a connaissance de plus de 25 API, donc des anciennes. Il y en a qu'on a migré, qu'on a réinternalisé. Et il y en a d'autres, des nouvelles qui sont arrivées. Et c'est là que nous rencontrons de nouvelles problématiques. Et je vais laisser la main à Mehdi pour vous raconter la suite de l'histoire. Merci Tan. Du coup, après 4 ans de service, on se rend compte réellement que on se fait un constat, c'est-à-dire que on voit qu'on a réinternalisé l'ensemble du SI, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les API qui étaient à la fois gérées par des prestataires externes historiquement, ils sont maintenant internalisés parce que la gateway a été mise en place pour ça notamment. Et en fait, on se rend compte qu'on se retrouve avec ça. On se retrouve avec un schéma GraphQL qui devient quasiment imbuvable pour nos fronts, qui est très très complexe. L'architecture qui avait été mise en 2015, qui était une architecture orientée service, elle n'est plus forcément respectée. On a des principes de séparation qui sont plus du tout respectés parce qu'on va avoir des API REST qui vont avoir une sortie, une modélisation, et on va avoir une réinterprétation GraphQL par-dessus. Donc, typiquement, pour un article, on va avoir une interprétation dans une API et dans une autre. Côté front, ça se voit pas trop, mais de notre côté, on commence à avoir quelque chose du genre. On se rend compte que pour les API legacy, qu'on n'a pas encore modernisé, c'est hyper intéressant, parce qu'on a fait de la normalisation, on a transformé les données. Mais pour les nouvelles API, parce qu'on a des nouveaux produits également qui arrivent, on a une connexion manuelle qui est obligée de se faire au niveau de la gateway, et en fait, on n'apporte aucune plus-value. On a un code complètement passe-plat entre une interprétation REST et une interprétation GraphQL. On va juste faire un mapping des données qui existent. En plus de tout ça, comme le disait Tan tout à l'heure, on a des requêtes qui effectuent plus de 1000 requêtes HTTP. On le voit juste ici dans le nœud extension. On voit par exemple pour une requête mobile, pour construire une section. Une section, c'est on va dire la page principale du site. Parfois, on va faire plus de 920 requêtes pour résoudre cette page-là. Donc en fait, on a des requêtes qui sont hyper riches, qui posent des problèmes de performance au sein de notre gateway, malgré la mise en place de cache applicatif, malgré la mise en place de cache HTTP. On a des requêtes où le P99 va être aux alentours des 1 seconde 5, 2 secondes. Et en plus de tout ça, en fait, on va avoir une mauvaise répartition de la charge, parce qu'on a une architecture orientée service où normalement chacun est censé faire sa charge, chacun est censé avoir de la charge, et là en fait on a une charge centrale au niveau de cette gateway.
En 2018, quand on a mis en place la gateway, on n'était pas les seuls à mettre en place des gateways. Des clients comme Netflix, enfin des sociétés comme Netflix, PayPal et Expedia ont mis en place des gateways pour les raisons qu'on a énoncées initialement. Et en 2022, voire en 2021 même, ces sociétés, via leur bloc technique, font le même constat que nous. Ils rencontrent exactement les mêmes problématiques que nous. Plutôt que d'implémenter une solution complètement similaire à la leur, l'importance du contexte au sein d'une société est primordiale, et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on trouve la solution la plus adaptée au groupe Figaro. La première étape de la résolution, ça a été de revoir complètement la structure du projet. Ça a été possible, pourquoi? Parce qu'on avait mis une stratégie de test très forte, ce qui nous a permis de faire des refactos de manière totalement transparente pour nos fronts, et on a sans interruption de service. Et en fait, on a revu le projet en orientant tout le projet vers une architecture orientée domaine pour, dans un premier temps, regrouper le code et les schémas par domaine métier. On a énormément d'API sous-jacentes et du coup, on va savoir quel schéma appelle quelle API. En plus de ça, on va mettre en place aussi un namespacing des requêtes, c'est-à-dire que toutes les requêtes qui vont concerner la partie sport notamment, vont être sous un namespacing spécifique. Ça va permettre au front de retrouver plus facilement les requêtes associées au sport et ça va permettre aussi de réellement cloisonner les types et les requêtes au sein de chaque domaine. Une fois qu'on a revu totalement la restructuration de ce projet-là, il a fallu qu'on trouve en fait une solution vraiment pour agréger des services de manière automatique au sein de notre gateway. Comme on le disait, quand on va avoir une nouvelle API qui va être développée, notamment des API REST, on va avoir toute une réinterprétation d'un schéma, ce qui fait que pour sortir un nouveau produit, on va mettre beaucoup plus de temps. Donc il faut trouver une solution pour qu'on ne soit pas l'équipe qui impacte en fait ce time to market. En plus de ça, on va pouvoir, en agrégeant des services automatiquement, on va pouvoir remettre la responsabilité de ces schémas au bon endroit. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque pays, on va pouvoir retrouver des schémas GraphQL et donc ça va être eux qui vont porter cette responsabilité. En plus de porter cette responsabilité, on va pouvoir répondre à cette problématique de performance en déléguant du coup la résolution d'un sous-schéma à l'API qui est responsable de toutes les requêtes et des champs demandés par le front. Ce qui fait en fait que notre gateway, plutôt que d'avoir un unique schéma central, notre gateway irait piocher au niveau de chacune des API des sous-schémas, et quand un front appellerait avec plusieurs requêtes, l'API gateway redirigerait comme une vraie gateway en fait vers le bon service. Pour mettre en place cette combinaison de schémas, il existe il y a deux solutions qui sortent du lot et qu'on a vraiment poké en fait avec Tan et notre équipe. Ça a été Apollo Fédération et le schéma stitching. Apollo Fédération, ça va être un outil qui va vous permettre de combiner des schémas, pareil que schéma stitching, mais ça va être un produit qui va posséder d'excellentes performances, notamment parce qu'il est développé en Rust. Et la seule contrainte, ça va être qu'on va retourner sur un écosystème Apollo qu'on a sorti complètement lors de notre MVP notamment. Et une des choses particulières d'Apollo Fédération, c'est qu'on va avoir des interdépendances entre les services. C'est-à-dire que si on a deux schémas similaires à deux endroits et on va y vouloir réajouter un champ, il va falloir au niveau des schémas lier ces deux services-là. Contrairement au schéma stitching, où là on va avoir des services qui sont totalement indépendants, on va pouvoir définir un type similaire à deux endroits en ayant des propriétés différentes, et ça va être au niveau de la gateway où on va vraiment faire cet arbitrage au niveau de la combinaison de ces schémas-là. On va avoir beaucoup plus de flexibilité aussi avec le schéma stitching, où on va avoir un contrôle total du coup sur nos combinaisons de schémas, et on va pouvoir surcharger les schémas et les champs qui sont retournés. Grâce à la mise en place d'une solution comme le GraphQL Stitching, en fait, on arrive à une solution en 2023 qui est similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'avant, on avait nos fronts qui allaient interroger notre gateway, qui allaient interroger directement des services REST. Là,
grâce à GraphQL Stitching, on va pouvoir répartir la charge et remettre les responsabilités au bon endroit, soit en mettant en place des nouvelles API en GraphQL directement, qui possèdent leur propre schéma et qui vont exécuter directement les requêtes clientes, soit on va mettre en place au-dessus des API REST des proxys en GraphQL qui vont avoir une interprétation du coup de ces API REST. Maintenant qu'on a mis en place en fait ce GraphQL Stitching, on se rend compte que déployer et mettre en place ces nouveaux schémas directement au sein de la gateway, c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, on est toujours dans cette volonté d'avoir des services complètement indépendants. On souhaite que les nouveaux services qu'on développe en GraphQL ou les nouveaux proxys qu'on développe en GraphQL, ils possèdent leur propre cycle de vie. Du coup, il a fallu trouver un moyen d'automatiser que la gateway soit notifiée lorsqu'il va y avoir une mise en production d'un service sous-jacent ou d'un proxy sous-jacent, que cette gateway va vérifier qu'il n'y ait pas de combinaison de schémas. Pour ça, du coup, quand on va avoir un service GraphQL qu'on a dit, un service GraphQL stitché qu'on appelle au sein de la gateway, lorsqu'il va être mis en production et qu'il va être up, on va avoir une étape après notre déploiement qui va requêter la gateway en donnant son nom de service sur un endpoint particulier. Une fois que la gateway va recevoir cette requête, elle va appeler le service sous-jacent pour récupérer du coup les différents schémas de ce service. Elle va mettre en cache ce schéma et elle va notifier du coup les autres instances de la passerelle, parce que depuis qu'on a migré sur Google Cloud, on va avoir besoin de notifier l'ensemble des instances. Donc maintenant c'est cool, on a une gateway qui va être notifiée, qui va récupérer tous les schémas de toutes les API sous-jacentes, sauf qu'on arrive encore à un autre problème. C'est que notre gateway elle a été développée en 2018 pour servir uniquement nos fronts publics, nos clients publics, donc les applications que les gens utilisent dans la vie de tous les jours. Cependant, certains de nos services vont être aussi utilisés par nos back-office et du coup vont mettre à disposition des requêtes spécifiques pour ces back-office qu'on ne souhaite pas remonter, par exemple au niveau d'un front. Typiquement, un service pourrait avoir la possibilité de créer un article, pour autant on ne veut pas que cela soit disponible côté front. On pourrait très bien les filtrer de manière manuelle au sein de la gateway, mais c'est très peu évolutif. On arrive toujours dans ce principe de séparation des responsabilités. Pour nous, ça doit être au service de gérer finement la remontée des requêtes au niveau du schéma. Du coup, pour masquer en fait certaines de ces requêtes ou de ces types, on va introduire en fait une directive. Une directive en GraphQL, c'est un peu comme un décorateur dans un code. Ça va vous permettre de dire que tel champ, on va appliquer un comportement à un champ. La gateway, vu qu'elle va appeler le service sous-jacent, elle va analyser tous les champs et va vérifier la présence de cette directive. Là, typiquement, on est sur une API qui était le live text, notamment qui permet de couvrir l'incendie de Notre-Dame. Et dans cette API, on va retrouver une requête live qui va permettre de créer un live. Et du coup, juste avec la notation de la directive private, la gateway ne va pas prendre en compte cette requête et ne va pas la mettre à disposition du coup pour nos consommateurs. On va avoir du coup chacun des services sous-jacents qui va être responsable des différentes requêtes qu'il remonte. Si on fait un petit récapitulatif du système d'information de 2018 à aujourd'hui du groupe Figaro, on avait des clients front qui allaient taper directement des API REST qui étaient découpés en services, ce qui posait certaines complexités pour mettre à jour ces API, pour intégrer des règles métiers, mutualiser plutôt des règles métiers, pardon. C'est pour ça que la gateway a été développée en GraphQL pour être à la fois une partie gateway, mais aussi une partie back-end for front-end. Sauf qu'avec l'intégration de l'ensemble des API du groupe, on s'est rendu compte qu'il fallait déléguer et re-responsabiliser chacun de ces services une fois internalisés. Malgré tout ça, on a encore d'autres étapes au sein du projet GraphQL, au sein du projet Gateway au Figaro. Une des premières étapes, c'est de travailler sur un schéma registry. Un schéma registry, en fait, ça va être pour séparer en fait complètement de la gateway la composition de schéma
et vraiment en faire une brique à part. Ça va nous permettre de versionner certains schémas combinés notamment, afin de pouvoir rollback en cas de problème de merge de schéma, et de retourner à une version précédente. Et aussi, on travaille actuellement sur l'utilisation d'un outil développé par The Guild qui s'appelle GraphQL Mesh, et qui va vous permettre, en fait, plutôt que de redévelopper l'ensemble de vos API en GraphQL, de placer un proxy de manière automatique qui va interpréter via soit une API, soit une source OpenAPI, Swagger, ou soit via un schéma de base de données, de créer à la volée une schématisation GraphQL et de mettre à disposition. Tout ça, c'est configurable depuis un fichier YAML très simple, et on peut du coup renommer aussi des requêtes utiles pour respecter certaines contraintes que vous avez. Voilà à peu près pour les 5 ans au Figaro. Depuis quelques temps, on a créé une page qui s'appelle Construire le Figaro, et où on écrit beaucoup d'articles, pas forcément que sur GraphQL, mais sur toutes les différentes problématiques qu'on rencontre, que ce soit au niveau technique ou au niveau produit. Donc n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Medium ou sur LinkedIn. Et vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn, que ce soit Tan ou moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. Mm-hmm. C'est ça, la question c'est pourquoi on n'a pas fait le schéma 3 en fait avant le schéma 2. Effectivement, je ne sais pas si tu veux répondre, Tan, ou... Non, vas-y, commence. Effectivement, c'est une très bonne question. Au départ, quand on a fait cette gateway, on était vraiment dans le but d'abstraire l'ensemble du SI, parce qu'on avait très peu d'API en interne et beaucoup d'API externes et des API ultra vieillissantes. Et notre but principal, c'était vraiment d'industrialiser nos fronts, et pour qu'ils aient un seul et unique interlocuteur. Donc, en mettant en place cette gateway, on a essayé d'aller un peu au plus simple, mettre en place une gateway qui va appeler des API REST, et on va être qui va être la seule interlocutrice de nos applications front. Une fois qu'on a réinternalisé l'ensemble de nos API et qu'on a redéveloppé des nouveaux services, d'autres problématiques sont venues à nous et n'étaient pas forcément visibles côté front, vu les couches de cache qui sont mises en place, mais étaient visibles que de notre côté. Et du coup, il a fallu améliorer tout ça. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus dans un second temps. Tu veux que je complète? Je t'en prie. À refaire, si on connaît tout l'historique et qu'on sait qu'aussi on a beaucoup d'API, à refaire, oui, on serait peut-être parti sur la dernière solution, directement. Mais pour des questions de MVP, des choses comme ça, ou si on n'a que quelques API, on n'a peut-être pas des problématiques qu'on a rencontrées après 4 ans, peut-être commencer sur la première solution. C'est ça, on est vraiment parti au plus simple initialement, quoi. Oui. Oui. Je t'en prie. La question, c'est ça change quoi des réponses des services REST, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est surtout quand on appelle sur un endpoint de service REST, potentiellement quand on récupère par exemple une adresse, on a le numéro, l'adresse, le nom de la personne potentiellement, le prénom, etc. Mais si l'utilisateur, le client front, veut juste récupérer le nom, il va avoir toutes les autres informations quand il a fait un appel REST. Quand on est sur du GraphQL, quand on demande une requête GraphQL, on veut juste le nom, on a juste le nom des adresses. En fait, même si on fait des persistence de query, ça n'empêche pas au client de choisir ce qu'il souhaite. Contrairement à une API REST où vous allez pas être maître du contrat que vous renvoie l'API. Alors que là, c'est vous qui allez décider des données que vous récupérez.
Bien sûr, dans toutes ces phases de développement, il connaît le schéma. Quand on parle de le schéma n'est pas exposé en prod, c'est que s'il y a des tiers ou il y a des gens malveillants qui veulent accéder à GraphQL, ils ne peuvent pas. Parce que on ne peut pas requêter avec une requête GraphQL classique, voilà, je veux tel machin. Non, il faut passer par la phase de build, et ça, c'est en interne. C'est ça. Oui. Tu répètes la question. Comme tu veux. Du coup, la question c'est est-ce que les services proxy situés au-dessus des API REST sont voués à disparaître à terme? Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je dirais que non, parce que on a un gros plateau technique, on a environ 70 personnes. On ne peut pas tout mutualiser et imposer de faire du GraphQL à toutes nos équipes. C'est pour ça qu'on travaille sur des solutions comme GraphQL Mesh pour essayer d'automatiser la création de schémas GraphQL au-dessus d'une API REST pour ne pas être contraint de développer uniquement nos API en GraphQL. Donc les proxys ne sont pas forcément voués à disparaître. Ils existent sur des API certes vieillissantes, mais même sur des nouvelles API, on n'exclut pas le fait d'avoir des proxys en GraphQL. D'autres questions? Merci à vous. Merci. C'est fait?